Voilà, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Troisième partie de cette édition avec Territoire Sénat, l'actualité parlementaire et politique. Et pour commencer, les titres de cette actualité ce matin, Saveria. Bonjour à tous. Il n'y aura ni dégel ni décorrélation du point d'indice de la fonction publique. Annonce d'Olivier Dussopt, le secrétaire d'État à la fonction publique hier sur notre plateau. Alors que le Sénat est en plein examen du projet de loi transformant cette fonction publique, des propositions sont attendues pour améliorer le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Bruno Retailleau ne sera pas candidat pour prendre la tête des Républicains. Il annonce ce matin dans une interview donnée au Point « Mon devoir est de rester à mon poste et de porter la voix d'une opposition intelligente ». Comment sensibiliser les jeunes à la mémoire de la Shoah? L'Assemblée des départements de France et le Mémorial de la Shoah s'associent. Objectif, inciter les collectivités à mettre en place de nouveaux programmes éducatifs pour sensibiliser les jeunes à cet épisode tragique de l'histoire. Reportage à suivre. Voilà, et nous l'avons appris ce matin, Bruno Retailleau ne sera pas candidat à la présidence des Républicains. Le chef de file de la droite sénatoriale l'annonce dans une interview donnée au journal Le Point. Mon devoir est de rester à mon poste et de porter la voix d'une opposition intelligente. Dans le reste de l'actualité, il n'y aura ni dégel ni décorrélation du point d'indice de la fonction publique, annonce d'Olivier Dussopt, le secrétaire d'État à la fonction publique sur notre antenne, alors que le Sénat est en plein examen du projet de loi transformant la fonction publique. Des propositions sont attendues justement pour améliorer le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Les détails avec Marie Brémaud. Les organisations syndicales attendaient un geste du gouvernement. Pas sûr que la déclaration du secrétaire d'État à la fonction publique apaise les mécontentements. Nous ne dégèlerons pas le point d'indice. Nous avons eu l'occasion à plusieurs reprises de dire que ça n'était pas la méthode que nous voulons retenir parce que ça représente un coût collectif extrêmement important pour un apport individuel relativement faible. Lorsqu'on augmente le point d'indice de 1%, cela coûte 2 milliards d'euros de dépenses publiques. Et pour un salarié, un agent public, qui gagne environ 2 000 euros net, c'est moins de 14 euros d'augmentation. C'est peut-être toujours bon à prendre, mais c'est peu par rapport au coût collectif. L'exécutif garde le cap. Pas de dégel du point d'indice de la fonction publique. Et pourtant, 8 syndicats ont appelé à une journée de mobilisation le 27 juin. Objectif, faire pression pour améliorer le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Mais pour l'heure, la réponse du gouvernement passe par le protocole carrières et rémunérations. Un peu moins de 900 millions d'euros seront dégagés à cet effet en 2020. Autre annonce, la décorrélation du point d'indice entre les 3 versants de la fonction publique d'État, territoriale et hospitalière. Une décision que la CFDT approuve. Pour le reste, cela se discutera le 2 juillet lors d'un rendez-vous salarial qui s'annonce déjà houleux. Voilà, dans un instant, le face-à-face politique. Didier Marie, sénateur socialiste de Seine-Maritime, est sur ce plateau. En tout cas, il est en train de rentrer. Bonjour Didier Marie, sénateur socialiste de Seine-Maritime. Merci d'être avec nous ce matin sur ce plateau. Vous êtes le chef de file socialiste sur la réforme de la fonction publique. Le gouvernement a annoncé hier qu'il n'y aurait pas ni dégel ni décorrélation du point d'indice de la fonction publique. Votre réaction ? Écoutez, c'est dans la droite ligne de ce que nous discutons depuis hier sur le statut de la fonction publique. Je crois que le gouvernement a une lecture à la fois idéologique et budgétaire de la fonction publique. Ce n'est pas nécessaire dans ces temps-là ? Non, ce n'est pas nécessaire. On fait payer aux fonctionnaires les difficultés rencontrées par ce gouvernement. Et c'est anormal. Cela fait maintenant plusieurs années que les fonctionnaires voient leur pouvoir d'achat baisser. Je crois que l'ensemble des partenaires sociaux demandent à ce qu'il soit amélioré. Nous souscrivons à cette demande. Alors, nous le disons, le Sénat est bien sûr en plein examen de la réforme de la fonction publique depuis hier. Vous dites vouloir combattre pied à pied l'ensemble des régressions mises en œuvre par ce texte. De quelles régressions parlez-vous ? Je vous le disais, il y a une dimension idéologique dans l'approche du gouvernement. En fait, il ne s'attaque pas frontalement au statut des fonctionnaires. Il le contourne, accompagnant ainsi une forme de stigmatisation de la fonction publique. Le statut des fonctionnaires repose sur 3 principes. Un principe d'égalité d'accès par le concours, un principe d'indépendance à l'égard du pouvoir politique, qu'il soit national ou local, et un principe de citoyenneté, puisque les fonctionnaires ont des droits.
L'ensemble de ces principes sont aujourd'hui attaqués, à la fois par l'affaiblissement du dialogue social, par le recours au contrat et par la baisse des contrôles déontologiques. Mais Didier Marie, quand on dit qu'il faut moderniser, assouplir le statut pour l'adapter justement au marché du travail actuel, au monde actuel, que le statut à vue n'a plus forcément lieu d'être. Est-ce que vous l'entendez, ça ? Non, pour une bonne et simple raison, c'est que la France a une conception particulière de la fonction publique qui est basée sur la carrière. C'est-à-dire que le fonctionnaire s'engage pour la vie, au bénéfice de l'intérêt général, pour servir ses concitoyens. Il a en contrepartie effectivement une stabilité dans son emploi. Mais il faut regarder tous les renoncements auxquels souscrivent les fonctionnaires, toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. L'actualité en a beaucoup parlé ces derniers temps, que ce soit les fonctionnaires hospitaliers dans les urgences, les fonctionnaires pénitentiaires, ceux des impôts, les enseignants. On pourrait citer de multiples cas où on voit que ces professions sont des professions à la fois absolument utiles et nécessaires et en même temps sous contrainte. Mais ce totem, j'insiste, ce totem du statut à vie justement des fonctionnaires, est-ce qu'il n'est pas complètement obsolète aujourd'hui ? Non, il y a des fonctionnaires qui aujourd'hui peuvent faire le choix d'une autre orientation de leur carrière, mais la plupart d'entre eux ont choisi de s'investir au bénéfice de l'intérêt général pour servir nos concitoyens. La plupart des enseignants adorent leur métier et ont envie de le faire toute leur vie. La plupart des fonctionnaires hospitaliers sont là, dévoués pour soigner nos concitoyens. Ils veulent le faire toute leur vie. Je ne vois pas en quoi ceci serait condamnable. En ce qui concerne le temps de travail, dans la fonction publique territoriale, les agents travaillent en moyenne moins de 35 heures. Vous ne pensez pas qu'il y a une question d'équité ? Je crois que c'est précisément moins de 1632 heures par an, c'est la durée légale. Alors la durée légale, c'est 1607 heures. Voilà. Justement, la durée légale, c'est 1607 heures. Et ce qui est assez intéressant, c'est de regarder les rapports qui ont été publiés sur ces sujets. Il y en a 3. Et les 3 apportent des réponses différentes. Or, on constate que la moyenne du temps de travail effectué par les fonctionnaires est égale à la durée légale. Il y a aujourd'hui sur les 5,5 millions de fonctionnaires, 190 000 d'entre eux qui bénéficient d'accords antérieurs à 2001 qui leur permettent d'avoir un temps de travail légèrement inférieur aux 1607 heures. Et encore, la plupart du temps, c'est du fait de suggestions spéciales qui ont été négociées parce que quand les salariés obtiennent une réduction de leur temps de travail, il y a des contreparties qui sont demandées par les employeurs. Et ça, encore une fois, vous refusez que le gouvernement y touche ? Oui, je considère que les accords acquis, les avantages acquis n'ont pas à être mis en cause, d'autant que la plupart du temps, ça concerne des collectivités territoriales qui sont soumises à la libre administration et qui donc, dans la négociation avec leurs salariés, peuvent obtenir des contreparties à une amélioration du temps de travail. Vous avez examiné, vous les sénateurs, avez examiné cette nuit les articles, le début des articles qui concernent les mesures sur le dialogue social. De quoi s'agit-il ? Bien écoutez, le dialogue social est remis en cause du haut en bas de la hiérarchie. La fonction publique a une caractéristique particulière, c'est que c'est l'employeur qui décide des droits et obligations du salarié. En contrepartie, il y a un principe de participation qui a été édicté en 1946, repris dans les lois sur la fonction publique de 83, 84, 86, qui fait que l'ensemble des représentants syndicaux peuvent regarder les conditions de travail de l'ensemble des agents et regarder y compris leur cas individuel. C'est ce principe qui est remis en cause par la suppression des CHSCT qui s'intéressent aux questions de santé au travail et par la réduction du périmètre des commissions administratives paritaires qui, elles, justement, analyse la situation individuelle de chaque agent et concourt à la discussion pour savoir s'ils doivent être avancés ou non, promus ou non, mutés ou non. Dorénavant, ça ne sera de la responsabilité que de la hiérarchie, ce qui nous pose un problème. La loi permet également de favoriser le recours aux contractuels. Est-ce que là, il faut aussi y voir un alignement sur le privé ? Tout à fait. Vous savez, cette réforme de la fonction publique, c'est la loi travail
pour les fonctionnaires. Un alignement, une mise en adéquation de cette fonction publique qui rend énormément de services sur le code du travail, alors que les missions ne sont pas les mêmes et que les enjeux ne sont pas les mêmes. Et donc effectivement, le recours au contrat est une façon de mettre en concurrence les fonctionnaires dans leur poste avec des personnes venues de l'extérieur qui, elles, malheureusement, seront précarisées. Ça, vous le dénoncez. Je voudrais maintenant vous entendre sur un tout autre sujet, l'acte 2 du quinquennat, le discours de politique générale du Premier ministre la semaine dernière. Vous avez voté contre vous avez voté contre la confiance au gouvernement. Il y a eu 10 abstentions dans le groupe socialiste. J'imagine que vous regrettez cette position de vos collègues. Vous l'analysez comment ? Mais, tout d'abord, moi j'ai voté contre effectivement parce que la déclaration de politique générale du Premier ministre, c'est du recyclage, des rappels, éventuellement un calendrier, mais en tout cas rien de nouveau et le maintien du cap qui a provoqué les crises. Et l'annonce de la PMA dans la loi de bioéthique, oui, mais c'était prévu. De la loi sur le statut des fonctionnaires, sur le nouvel acte de décentralisation, il y a des choses. Enfin, il y a des choses, mais vous considérez que l'annonce de la PMA est une annonce nouvelle ? C'était dans les intentions du candidat Macron lors de la présidentielle. On passe enfin, dirais-je, à l'acte sur cette question. Et il en est de même pour d'autres sujets. Donc voilà, il n'y avait rien de nouveau et c'est la raison pour laquelle nous, on a voté contre, parce que ça ne résout ni la crise sociale, ni la crise écologique, ni la crise démocratique à laquelle est confronté notre pays. Pour ce qui concerne nos collègues qui se sont abstenus. Donc une dizaine, voilà. 10 sénateurs socialistes. C'est la première fois que le Sénat, depuis bien longtemps, est appelé à voter sur la confiance au gouvernement, ce qui en plus n'engage à rien, puisque le Sénat ne peut pas démettre le gouvernement et que celui-ci ne peut pas dissoudre le Sénat. Donc c'était quoi ? C'était un piège, une trappe à soutien. Quelques-uns se sont fait avoir et ont plongé dedans. Ceci étant, les motivations sont diverses. Derrière tout ça, il y a bien évidemment des discussions sur les municipales. Voilà, je pense que c'est de l'opportunisme municipal, justement. Un non-événement en soi. On s'en est expliqué au sein de notre groupe. Ces collègues restent avec nous. Voilà, on a clarifié les choses et je pense que pour la suite, tout se passera bien. Édouard Philippe a également annoncé 2 nouvelles lois, une sur le statut de l'élu et puis un nouvel acte de décentralisation pour l'année prochaine. Vous saluez, j'imagine, cette main tendue au territoire, aux collectivités. La crise des Gilets jaunes a montré au gouvernement qu'il faut justement retravailler avec les élus locaux. Oui, je crois que les maires qui sont en première ligne attendent de l'État à la fois l'aménagement de leur mode de fonctionnement, une clarification des relations entre la commune et l'intercommunalité, mais aussi, et peut-être surtout, quelques moyens pour mener leur politique locale. Donc, le Premier ministre, fort opportunément et peut-être un peu par opportunisme, à quelques mois des élections municipales, annonce un projet de loi de décentralisation. Maintenant, on va voir ce qu'il y a dedans. Il a aussi peut-être entendu la crise des Gilets jaunes. Maintenant, on va voir ce qu'il y a dedans. Un dernier sujet. Vous savez, excusez-moi, sur ce sujet, il y a quand même une contradiction entre la réduction du nombre de fonctionnaires et la volonté de proximité. Parce que quand on va retirer 120 000 fonctionnaires de la fonction publique, je ne sais pas comment on est loin aujourd'hui pour l'instant de l'objectif des 120 000 fonctionnaires en moins. Un tout autre sujet maintenant, mais j'aimerais également entendre votre réaction. Comment sensibiliser les jeunes à la mémoire de la Shoah ? L'Assemblée des départements de France et le mémorial de la Shoah s'associent. Objectif, inciter les collectivités à mettre en place de nouveaux programmes éducatifs pour sensibiliser les jeunes à cet épisode tragique de l'histoire. Reportage Adrien Develay. Sensibiliser les jeunes aux pages noires de l'histoire de France et aux violences antisémites. Dans cette optique, l'Assemblée des départements de France et le mémorial de la Shoah s'associent. L'objectif, mettre en place de nombreux programmes éducatifs. Les départements de France, qu'ils soient franciliens ou ailleurs, ont envie de transmettre un message de mémoire, un message de lutte contre l'antisémitisme, de lutte contre le racisme. Et nous souhaitons véritablement le faire par tous les moyens qui sont à nos dispositions. Situé au cœur de Paris, le mémorial de la Shoah accueille un musée de l'histoire du génocide juif pendant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que des lieux de mémoire. Il proposera aux collectivités d'intervenir directement dans les collèges, partout en France, avec des ateliers auprès des élèves et des professeurs ou en préparant des expositions itinérantes. Le mémorial mise sur les activités hors des murs
avec le soutien des départements. C'est de donner la possibilité d'accéder gratuitement à l'ensemble de l'offre pédagogique du mémorial. Et ça, c'est très important parce que pour un certain nombre d'établissements, c'est un véritable obstacle. Je pense que les départements ont également un réseau et sont des prescripteurs. En signant cet accord, l'ADF encourage les départements français responsables des collèges à travailler sur des programmes pédagogiques. Naturellement, dans les collèges, il faut que les programmes fassent une place à cette histoire qui a souvent été dissimulée aux yeux même des Français. Pour l'État, la sensibilisation à l'histoire de la Shoah est une urgence. En 2018, les actes antisémites ont augmenté de 74% selon le ministère de l'Intérieur. Didier Marie, vous avez été président du Conseil général de la Seine-Maritime. Les collectivités, elles ont besoin d'outils justement pour sensibiliser les jeunes au drame de la Shoah, pour ne pas oublier. Oui, c'est fondamental. Je crois qu'il faut transmettre aux nouvelles générations ce devoir de mémoire et rappeler notre histoire pour éviter qu'elle ne se reproduise. Les départements sont extrêmement bien placés pour ça. Ils ont la responsabilité des collèges. C'est une tranche d'âge en plein devenir et c'est celle-ci qu'il faut accompagner. Merci Didier Marie. Didier Marie, disparition des guichets et fermeture de gares dans votre département. Les élus et les habitants sont très inquiets. Ils ont raison. Par ces fermetures. Vous avez fait partie de ceux qui ont demandé plus de transparence au gouvernement sur ce sujet, notamment à Elisabeth Borne, la ministre des Transports. Est-ce que vous avez été entendu? On en est où de ce dossier qui inquiète les habitants? Écoutez, les inquiétudes ne sont pas levées. Il y a un certain nombre de mobilisations d'ailleurs d'usagers qui considèrent que c'est une fois de plus un recul du service au public. Nous n'avons pour l'instant pas de réponse, pas de garantie. Nous allons donc continuer de peser pour essayer d'en obtenir. Merci beaucoup Didier Marie, beaucoup. Sénateur socialiste Merci de à vous. Seine-Maritime. On passe Et puis tout de suite. Oui, alors juste avant de Saveria. passer effectivement à l'œil 2, à l'éclairage, juste un petit mot sur la Chambre des Lords et des communes en visite au Sénat français. Des parlementaires britanniques ont rencontré hier leurs homologues du Sénat et de l'Assemblée nationale, l'occasion d'échanger sur la coopération britannique en matière de défense, mais aussi sur les enjeux, les défis liés au Brexit. Bien belle salle d'ailleurs, On va rénovée. passer à l'agenda. Absolument, c'est l'agenda, ce qui se passe au Sénat. Voilà, les temps forts. À 9h, Michel Savin dévoile ce matin les conclusions de la mission d'information sur l'avenir des conseillers techniques sportifs. Il va notamment rappeler le caractère fondamental du travail accompli par les conseillers techniques sportifs. C'est la véritable cheville ouvrière du sport de haut niveau et du développement des pratiques sportives. Voilà. À 14h15, un débat intéressant, un débat préalable au Conseil européen des 20 et 21 juin en Commission des affaires européennes. Un débat qui se fera en présence d'Amélie de Montchalin, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Et puis à 14h30, bien sûr, c'est la suite de l'examen du projet de loi de la réforme de la fonction publique. Les sénateurs ont examiné hier les premiers articles qui concernent le dialogue social. Voilà, c'est venu le moment maintenant de l'œil 2. C'est Benjamin Morel qui rentre sur ce plateau dans un instant. Bonjour Benjamin Morel, merci d'être avec nous ce matin sur ce plateau pour vos éclairages. Bonjour Benjamin. Édouard Philippe, lors de son discours de politique générale la semaine dernière, a annoncé deux réformes importantes qui concernent les élus. Le Sénat, tout d'abord une réforme du statut de l'élu, ça ce sera pour l'automne, et un nouvel acte de décentralisation. Cette réforme du statut de l'élu, ça consiste en quoi exactement ? Alors, a priori, on va avoir plusieurs volets qui, d'ailleurs, étaient déjà présents dans un certain nombre de rapports, notamment du Sénat. Donc, il s'agit de sécuriser les élus en leur offrant une protection juridique par l'État. Il s'agit également de leur donner plus de liberté à travers, notamment, un assouplissement de l'intercommunalité qui a été beaucoup critiqué avec une intercommunalité assez autoritaire et assez corsetante, si vous voulez, à travers la loi NOTRe. Donc là, très clairement, on est face à un projet de loi qui va plutôt dans le bon sens, en donnant plus de liberté aux maires, en leur assurant une plus grande sécurité économique, juridique. Est-ce que ça suffira pour relancer les vocations ? Là, on est peut-être en effet un peu plus sceptique, mais en tout cas, c'est important de le faire. Alors, ce qu'on en sait pour l'instant de ce projet de loi, les premiers éléments, c'est un texte qui ratisse plutôt large. Il reprend des éléments tirés des propositions de loi votées par le Sénat, présentées par des élus, les Républicains, centristes, socialistes et même communistes. Les associations d'élus voient aussi satisfaites des demandes de longue date. Oui, si vous voulez, la question de la liberté des communes, la question de la liberté de l'échelon communal et de la sécurisation
des élus municipaux. C'est en effet à la fois une vieille revendication, pas seulement des associations d'élus, mais réellement des élus de terrain. Donc là, on avait jusqu'à présent eu plutôt des réformes de décentralisation qui tendaient à corseter les communes, qui tendaient à réduire la commune au sein de l'intercommunalité. Là, très clairement, on a une forme de rétropédalage avec ce projet de loi. Pour ça, en effet, il apparaît plutôt satisfaisant. Alors, le deuxième pan de ces réformes, c'est donc ce nouvel acte de décentralisation. Sur quel changement on peut tabler ? Pour l'instant, ce qui en a été dit par le Premier ministre apparaît en fait comme révélant deux axes. Il y aurait d'un côté une forme de simplification, avec une simplification des compétences, avec cette idée que des compétences, des blocs de compétences clairement identifiés, avec des financements clairement identifiés, donneraient de la sécurité aux élus et de la lisibilité aux électeurs. Il y a un deuxième pan qui est un peu contradictoire, qui serait celui d'une différenciation, avec du coup des compétences, des financements qui seraient un peu à géométrie variable selon les collectivités. Et cette différence entre d'un côté volonté de lisibilité, volonté de clarification, et de l'autre volonté de coûts humains, comme dirait Jacqueline Gouraud, c'est peut-être probablement a priori pour l'instant, la plus grande contradiction de ce projet de loi. Il faudra voir ce que cela donne, parce que tout ça va être négocié visiblement région par région. Dernière question, Benjamin Morel. Que cherche Emmanuel Macron avec ces deux lois ? La crise des Gilets jaunes, elle a montré au gouvernement qu'il fallait retravailler justement avec les territoires, avec les élus locaux. On ne peut pas se passer de relais. Si vous voulez, il y a un aspect électoral tout de même, c'est-à-dire que pour la République en marche, en ligne de mire. Les municipales, si vous voulez, le problème de la République en marche, qui est un parti relativement nouveau, c'est le manque de maillage local et le manque d'élus locaux, de fonds d'élus locaux. Vous ne devenez pas un grand parti local aussi rapidement que vous devenez un grand parti national avec les législatives et avec les présidentielles. Donc pour ça, vous êtes obligé de capter un certain nombre d'élus. Ces projets de loi vont permettre, en effet, de plaire à un certain nombre d'élus, notamment en vue des municipales, et peut-être d'en attirer un certain nombre dans le giron de la République en marche. Après, ça n'en fait pas forcément des mauvais projets de loi, mais évidemment, comme tout homme politique, Emmanuel Macron a intérêt à la faire. Il y a une forme de calcul. Merci beaucoup, Benjamin, pour cet éclairage. Merci Benjamin beaucoup. Morel, on vous retrouve évidemment avec vos tweets éclairants. Fort bien, alors. On passe à la revue de presse, les unes de la presse quotidienne régionale dans un instant. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Donc on prend notre temps tranquillement, Saveria, avec la une de Libération Champagne, le chômage, ce qui va changer dans la réforme. Le remède choc du docteur Macron. Le gouvernement a dévoilé son plan pour réformer l'assurance chômage et pour économiser 3,4 milliards d'euros. Les demandeurs d'emploi vont devoir travailler plus pour être indemnisés autant, pour remettre de 150 à 250 000 d'entre eux sur le chemin de l'emploi en 3 ans. Le projet va durcir les conditions d'accès au système et réduire le montant des indemnités de centaines de milliers d'allocataires. En contrepartie, le texte prévoit d'ouvrir de nouveaux droits et de sanctionner l'usage excessif des contrats courts. Voilà, et pourquoi il faut mieux médiatiser le foot féminin ? C'est aussi la question que pose Libération Champagne ce matin. À la une de l'Ardennais, ce sont les infirmières. C'est un boom des vocations pour ce métier. Absolument. Les études d'infirmières sont désormais accessibles sur dossier et non plus sur concours. Résultat, les candidats affluent en masse. Sur les 8 600 000 vœux émis par les élèves de terminale sur la plateforme Parcoursup, plus d'1 million d'entre eux concernent des écoles d'infirmiers. La suppression du concours d'entrée l'année dernière a été beaucoup médiatisée. Elle a permis de communiquer sur la formation. Aujourd'hui, les formations d'infirmiers bénéficient d'un regain d'attractivité. Les 323 instituts de formation répartis sur l'ensemble du territoire ne devraient donc pas avoir de difficultés à recruter. Voilà, à la une du courrier Picard, des journaux du groupe de la Voix du Nord, sont des terres qui sont mises aux enchères. Les agriculteurs s'inquiètent. Ils s'inquiètent des ventes de terres agricoles aux enchères, des ventes de plus en plus fréquentes. Hier, les jeunes agriculteurs de la Somme ont manifesté devant le palais de justice d'Amiens, car selon eux, ces ventes dérèglent les prix du marché et elles mettent en péril les occupants de ces terres qui ne disposent pas des mêmes moyens pour les acheter. Des investisseurs profiteraient donc de ces terres en tant que valeur refuge pour spéculer. Et puis à Chantilly, c'est 300 ans d'histoire aux grandes écuries qui sont présentées dans le courrier Picard, une magnifique exposition. On continue avec l'Indépendant de Perpignan, ce sont des enfants intoxiqués à l'arsenic.
Trois enfants ont été intoxiqués à l'arsenic dans la vallée de l'Orbiel. C'est une pollution à l'arsenic qui provient d'un ancien site minier à Salsigne. Depuis plusieurs mois, les parents d'élèves de cette école alertent et ils réclament que l'État réagisse. En avril dernier, des taux d'arsenic jusqu'à 15 fois supérieurs à la normale ont été découverts dans la cour de l'école. Cette pollution a été apportée par les inondations d'octobre dernier, par un petit cours d'eau qui descend de la montagne noire voisine, là-bas d'anciennes mines d'or. Et leurs déchets polluants sont laissés à l'abandon depuis des années, malgré les demandes insistantes des élus locaux. Et ça n'a pas affecté les eaux de baignade saines à 98% dans les Pyrénées-Orientales. Là, il s'agit de la mer. Merci. Saveria, on continue avec la une du Midi Libre, un phénomène inquiétant. Alors là, le gaz hilarant. Ouais, c'est une nouvelle drogue, c'est une drogue qui est en vogue chez les jeunes, des capsules grises et des ballons qui sont répandus un peu partout maintenant dans certains centres-villes. Ces cartouches contiennent du protoxyde d'azote, autrement dit c'est du gaz hilarant. On en trouve dans la crème chantilly ou encore dans les hôpitaux pour anesthésier, mais surtout elles sont de plus en plus utilisées par les jeunes qui l'inhalent à l'aide d'un ballon pour ses effets euphorisants à forte dose. Eh bien ce protoxyde d'azote, il est dangereux pour la santé, il peut même être mortel. Puisqu'on est toujours en Occitanie, toujours sur ces eaux, les eaux de baignade sont de grande qualité dans l'Hérault. C'est normal, on est des bonnes nouvelles pour l'été à venir. Merci Saveria, à demain. Merci à tous, très bonne journée à tous et à demain. Nous on reste ensemble, dans un instant la météo des territoires, vous allez voir beaucoup d'orages sur la France avec de la chaleur dans le sud-est. Et puis ensuite le Zap Matin de Christophe Combarieux avec ce qui s'est également passé chez nos confrères dans les autres matinales d'infos ce matin. Et on se retrouve après, à tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Face aux syndicats et au patronat, le Premier ministre a tranché. Pour trouver une solution efficace à cette question du chômage de masse, il faut intervenir sous tous les angles possibles et imaginables. Les règles pour avoir accès aux indemnités seront durcies. Pour les obtenir, il faudra avoir travaillé 6 mois au cours des 2 dernières années, contre 4 mois sur 28 aujourd'hui. On a une réforme qui est perdante, archi perdante pour l'ensemble des demandeurs d'emploi. Une réforme qui en plus responsabilise qu'en partie les entreprises qui usent et abusent de la précarité. Le Premier ministre est là pour raboter le système de protection sociale et il le fait avec une certaine vigueur, il faut le dire. Aujourd'hui, c'est l'indemnisation du chômage. Demain, ce seront les retraites qui passeront au rabot. On assiste là au grand coup de rabot post-élection européenne où on va effectivement demander toujours des efforts aux mêmes sur la réforme des retraites, où on va accélérer sur la réforme de l'indemnité chômage qui va viser essentiellement les cadres, alors que ce sont eux qui contribuent en grande partie à ce système. Nous avons décidé d'instaurer une forme de dégressivité simple avec un seul palier à 6 mois qui ne concernera que les revenus les plus élevés, de l'ordre des 10% des revenus les plus élevés. Ces indemnités qui sont prises en exemple sont tout à fait dérisoires par rapport au budget dont on parle. Mais l'objectif, c'est de le mettre en place pour pouvoir, au fur et à mesure des années, l'appliquer à tous. Sur la question de la dégressivité, faire en sorte que le travail paye plus que le non-travail, je crois que c'est opportun. Après, je mets des réserves sur les pénalités, le bonus-malus. Le gouvernement souhaite également s'attaquer aux entreprises qui abusent des contrats courts. 7 secteurs seront concernés par un bonus-malus dès le 1er janvier 2020. Ceux-ci devront payer plus de cotisations. On fait payer le chômage et la précarité aux chômeurs et aux précaires.
Voilà, c'est exactement ça. C'est un système à l'anglaise en réalité. Ça veut dire qu'il y a des gens qui seront de plus en plus pauvres dans le pays tout en n'ayant pas d'emploi. Le but, c'est de faire 3,5 milliards d'économies ? Non, Quel est l'autre but de cette réforme ? Le but de cette réforme, c'est de faire baisser le nombre de chômeurs entre 150 000 à 250 000 d'ici à la fin du quinquennat. C'est un but qui est très clair. Encore une fois, oui, il y a de nouvelles règles pour inciter à la reprise d'emploi, mais il y a aussi de nouveaux droits. Un chômeur qui arrive et qui pointe à Pôle emploi, il aura une journée complète d'accompagnement par Pôle emploi. Aujourd'hui, c'est 45 minutes. Voilà, le Zap Matin de Christophe Combarieux avec un résumé de l'actualité politique, ce qui s'est passé dans les journaux télévisés, les émissions politiques et chez nos confrères également ce matin. Voilà, demain c'est Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, qui est notre invité politique en direct sur ce plateau. D'ici là, passez une bonne journée. Merci de votre fidélité et à demain, au revoir.